Pendant des décennies, le monde entier a vécu avec une peur silencieuse. Pas une guerre visible, pas des batailles constantes, mais quelque chose de bien pire. Une tension permanente, invisible, et capable de détruire l'humanité en quelques minutes. Deux puissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Deux visions du monde totalement opposées. Et entre elles, une seule erreur pouvait tout faire basculer. Imaginez-vous vivre à cette époque, savoir que, à tout moment, une alarme pouvait retentir et annoncer la fin de tout. Comment les gens vivaient-ils avec cette peur? Pourquoi cette guerre n'a-t-elle jamais réellement explosé? Et surtout, à quel point sommes-nous passés près du point de non-retour? Ce soir, vous allez plonger au cœur de la guerre froide. Un conflit sans bataille directe, mais peut-être le plus dangereux de toute l'histoire. Mais avant de commencer, si vous aimez ces récits historiques immersifs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines immersions historiques. Et je vous serai très reconnaissant si vous mettez un j'aime pour soutenir la chaîne. Dites-moi également en commentaire, pensez-vous que l'humanité aurait survécu à une guerre nucléaire? Et dites-moi aussi, d'où vous écoutez cette vidéo et à quelle heure vous plongez dans l'histoire. Installez-vous confortablement et revenons à une époque où le monde retenait son souffle. Vous êtes debout, immobile, au milieu d'une rue encore marquée par la guerre. Autour de vous, le silence n'est pas vraiment du silence. Il est fait de bruits lointains, de pas hésitants, de marteaux qui frappent doucement sur des planches pour réparer ce qui peut encore l'être. Une fenêtre claque quelque part, un chien aboie. Et dans l'air flotte cette odeur persistante de poussière, de bois brûlé et de pierres humides. La guerre vient de se terminer, et pourtant, vous ne ressentez pas encore la paix. Vous avancez lentement. Sous vos pieds, les gravats crissent. Chaque pas semble vous rappeler que le monde, tel qu'il existait auparavant, n'est plus qu'un souvenir fragile. Les façades des immeubles sont ouvertes comme des plaies. Certaines pièces sont visibles depuis la rue, figées dans un instant interrompu. Une chaise renversée, une table abandonnée, un cadre encore accroché de travers. Vous le sentez profondément. Quelque chose s'est brisé. Mais peu à peu, presque imperceptiblement, une autre réalité commence à émerger. Les gens parlent, pas fort, jamais très fort. On parle de reconstruction, bien sûr, de rationnement, de travail, de familles à retrouver. Mais sous ces mots, il y a autre chose. Une inquiétude nouvelle, encore floue, difficile à se nommer. Vous entrez dans une pièce faiblement éclairée. Une famille est réunie autour d'une table. Une soupe simple, encore chaude, diffuse une odeur réconfortante. Les visages sont fatigués, marqués par les années de conflit. Et pourtant, la conversation ne porte pas uniquement sur le passé. On parle déjà de demain, des Américains, des Soviétiques. Deux noms qui reviennent, encore et encore. Deux puissances qui, hier encore, combattaient côte à côte, et qui, aujourd'hui, semblent se regarder avec une méfiance croissante. Vous remarquez les regards. Ils changent légèrement lorsque ces sujets sont abordés. On baisse un peu la voix. On hésite, car quelque chose se transforme, lentement. Après 1945, l'alliance entre les grandes puissances victorieuses commence à se fissurer. Les désaccords sur l'avenir de l'Europe, sur la manière de reconstruire, sur la place de chacun, deviennent de plus en plus visibles. Et vous, au milieu de tout cela, vous ressentez cette tension sans forcément pouvoir l'expliquer. C'est comme un courant invisible, un frisson qui traverse les conversations, un doute qui s'installe. Vous sortez à nouveau dans la rue. Le ciel est gris, légèrement voilé. Le froid s'accroche encore au mur, même lorsque le printemps tente timidement de revenir. Des soldats sont encore présents, mais leur présence change de nature. Ils ne sont plus seulement là pour combattre. Ils sont là pour surveiller, organiser, contrôler. Dans certaines régions, vous comprenez que la liberté de mouvement n'est plus tout à fait la même. Les zones d'occupation découpent les territoires. Des lignes invisibles apparaissent sur les cartes. Et bientôt, dans les esprits. Vous marchez sans vraiment savoir que vous traversez un monde en train de se diviser. À l'ouest, on parle de reconstruction rapide, d'économie, de prospérité à retrouver. À l'est, on insiste sur la sécurité, sur la nécessité de contrôler, d'éviter qu'une nouvelle guerre ne surgisse. Deux visions, deux logiques,
Et entre les deux, une méfiance qui grandit. Vous passez devant un kiosque à journaux. Les titres attirent votre regard. Les mots sont nouveaux, mais ils reviennent souvent. Influence, contrôle, alliance, idéologie. Vous ne comprenez pas encore tout, mais vous sentez que ces mots vont compter. Beaucoup. Le monde ne se reconstruit pas simplement, il se réorganise. Et dans cette réorganisation, chacun cherche à se protéger. Parfois au détriment de l'autre. Le soir tombe doucement. Les lumières s'allument une à une dans les habitations. Une chaleur fragile s'installe derrière les fenêtres. De l'extérieur, cela ressemble presque à une vie normale. Mais à l'intérieur des esprits, quelque chose a changé. La guerre a laissé place à une autre forme d'inquiétude, moins bruyante, mais plus profonde. Vous le ressentez maintenant, avec plus de clarté. Le monde ne va pas replonger immédiatement dans le chaos, mais il ne sera plus jamais totalement en paix. Et quelque part, au loin, dans des bureaux feutrés, des décisions commencent déjà à dessiner les contours d'un nouvel affrontement. Un affrontement sans bataille directe, un affrontement de tension, d'influence, et bientôt, de peur. Une peur différente, plus froide, plus diffuse, mais peut-être encore plus difficile à supporter. Vous inspirez lentement, l'air est frais, presque calme. Et pourtant, sans le savoir encore, vous venez d'entrer dans un monde coupé en deux. La nuit s'est installée doucement sur les ruines encore fumantes du vieux continent. Les bruits du jour se sont éloignés, remplacés par ce calme particulier des villes blessées. Un calme jamais tout à fait paisible. Vous entendez parfois le vent s'engouffrer entre les bâtiments éventrés, faire vibrer une tôle mal fixée, soulever un peu de poussière sur les pavés. Dans certaines maisons, on veille encore tard. On ne dort pas facilement dans ces années-là. Pas seulement à cause des souvenirs de la guerre qui s'achève, mais parce qu'un autre trouble, plus discret, commence à s'installer dans les esprits. Vous poussez la porte d'un appartement modeste. La lumière est tamisée. Une lampe éclaire la table du salon. Un poste de radio diffuse une voix grave, légèrement grésillante. Toute la famille écoute. On parle de conférences internationales, de zones d'influence, de l'avenir de l'Allemagne, de Berlin surtout. Ce nom revient souvent. Berlin, ville brisée, devient déjà le symbole d'un monde qui se partage. Vous imaginez cette ville immense, encore marquée par les bombardements, désormais découpée entre plusieurs puissances. Dans les rues, les uniformes ne se ressemblent pas toujours. Les drapeaux changent selon les quartiers. Et pourtant, pour les habitants, la question est bien plus simple. De quel côté vivra-t-on demain ? Peu à peu, les frontières cessent d'être seulement géographiques. Elles deviennent mentales. Dans les conversations, on commence à parler de l'Est et de l'Ouest, comme de deux univers presque opposés. À l'Ouest, on rêve d'un retour à l'abondance. Les vitrines recommencent à se remplir. Les usines redémarrent. On parle de progrès, de voitures, de foyers chauffés, de modernité. À l'Est, on parle davantage de discipline, de reconstruction collective, d'ordre, de contrôle nécessaire. Vous sentez que ces deux visions ne cessent de s'éloigner, comme deux plaques de glace dérivant lentement sur une mer silencieuse. Le matin suivant, vous marchez dans une rue commerçante. Les gens font la queue devant une boulangerie. Certains portent encore les marques visibles de la guerre. Un bras en moins, une boiterie, un visage fatigué. Pourtant, dans leurs gestes, il y a une volonté presque obstinée de reprendre une vie normale. Acheter du pain, réparer un manteau, rentrer du travail, préparer le repas du soir. La vie, doucement, reprend ses droits. Et c'est peut-être cela qui rend l'angoisse encore plus étrange. Car le danger, cette fois, n'est pas visible. Il n'est pas dans la rue. Il est dans l'idée que le monde pourrait basculer à nouveau. Vous passez devant un journal posé sur un étal. Le titre parle d'une nouvelle doctrine américaine, d'aide économique, d'endiguement. Ce mot, sans doute encore abstrait pour beaucoup, va pourtant définir toute une époque, empêcher l'autre camp de s'étendre, freiner son influence, le contenir. Et face à cela, l'Union soviétique répond en renforçant son emprise sur l'Europe de l'Est. Ainsi naît lentement ce que les historiens appelleront bientôt le rideau de fer. Mais pour ceux qui vivent ces jours, ce n'est pas encore une expression historique, c'est un sentiment, celui que quelque chose se ferme, que les routes deviennent moins libres.
que les regards deviennent plus prudents. Vous remarquez que les gens choisissent leurs mots avec plus de soin. On ne parle plus de politique avec légèreté. Un avis trop affirmé. Une sympathie mal interprétée. Un commentaire entendu par les mauvaises oreilles. Tout cela peut désormais peser lourd. Le climat change. Il ne fait pas encore peur au sens brutal du terme, mais il inquiète. C'est une tension douce, permanente, presque feutrée. Comme un orage que l'on sent au loin, sans encore voir les éclairs. Puis vient un mot qui glace tout le monde. Atomique. Depuis Hiroshima et Nagasaki, ce mot ne ressemble à aucun autre. Il n'évoque pas simplement une arme. Il évoque la disparition totale. Une ville effacée en quelques secondes. Une lumière plus vive que le soleil. Une chaleur capable de transformer la pierre elle-même. Dans les foyers, les parents y pensent en silence. Ils regardent leurs enfants jouer au sol, rire, construire des mondes imaginaires avec quelques morceaux de bois. Et une question terrible s'insinue dans leur esprit. Quel monde leur laissons-nous ? Vous sentez cette peur nouvelle prendre forme ? Ce n'est plus la peur du soldat à la porte. C'est la peur d'un bouton, d'une décision prise dans un bureau lointain, d'un ordre transmis par téléphone. La guerre froide commence précisément ainsi. Pas avec une explosion. Pas avec une charge de cavalerie. Mais avec une atmosphère. Une lente montée de la méfiance. Une séparation progressive du monde. Une sensation diffuse que la paix elle-même est devenue fragile. Très fragile. Vous levez les yeux vers le ciel du soir. Il semble paisible. Quelques nuages dérivent lentement. Une brise fraîche glisse sur les rues. Tout paraît calme. Et pourtant, dans ce calme même, vous sentez que quelque chose d'immense est en train de naître. Une époque où le quotidien le plus ordinaire, prendre le train, écouter la radio, embrasser ses proches avant de dormir, sera désormais accompagné d'une pensée silencieuse. Et si tout cela pouvait disparaître demain ? C'est dans cette question, murmurée sans bruit, que s'ouvre véritablement la longue nuit de la guerre froide. Le matin se lève lentement sur la ville. Une lumière pâle glisse entre les immeubles, se reflète sur les vitres encore embuées, et vient déposer sur les façades une douceur presque trompeuse. À première vue, tout semble paisible. Les rues se remplissent peu à peu. Les tramways commencent leur lente course métallique, les autobus soufflent dans l'air froid, et les premiers passants marchent d'un pas régulier vers leur journée. La guerre, la vraie, celle des uniformes, des bombardements et des ruines fumantes, semble déjà s'éloigner. Et pourtant, vous le sentez immédiatement. Quelque chose demeure, quelque chose de plus silencieux. Vous avancez dans une grande avenue d'une ville occidentale du milieu des années 1950. Peut-être New York, peut-être Londres, peut-être Paris. Peu importe finalement, l'atmosphère est la même. Les vitrines sont pleines. On y voit des postes de radio brillants, des appareils ménagers modernes, des tissus colorés, des chaussures soigneusement alignées. La consommation renaît, presque comme une promesse de bonheur retrouvé. Des familles s'arrêtent devant les magasins. Les enfants regardent les jouets. Les adultes parlent d'avenir, de travail, d'appartements, de voitures. Le monde veut croire au confort, à la normalité, à la paix. Mais il suffit de lever légèrement les yeux pour voir ce qui a changé. Sur le mur d'un immeuble administratif, une plaque discrète attire votre regard. Abri, anti-atomique, quelques mots seulement, sobre, presque froid. Vous vous arrêtez. Vous sentez dans ce simple panneau toute la réalité de l'époque. La menace n'est plus une rumeur. Elle s'est installée dans l'architecture même des villes. Vous descendez quelques marches. Sous la rue, derrière une lourde porte de métal, se trouve un espace étroit aux murs de béton brut. L'air y est plus frais, légèrement humide. Une odeur de poussière, de pierre et de renfermé flotte dans l'espace. Des bancs sommaires longent les murs. Quelques couvertures pliées sont rangées sur une étagère. Des boîtes de conserve, de l'eau, quelques lampes de secours. Tout semble organisé avec soin. Et pourtant, vous sentez à quel point cet endroit porte en lui une angoisse profonde. On a pensé à l'impensable, on a prévu un refuge pour survivre à une attaque nucléaire. Imaginez un instant ce que cela signifie pour les habitants. Chaque jour, en allant travailler, ils passent devant ces panneaux. Chaque jour, ils savent qu'en cas d'alerte, c'est ici qu'ils devront courir. Le quotidien continue,
mais il se déroule désormais à l'ombre d'une possibilité terrible. Vous remontez à la surface. Le soleil éclaire les trottoirs. Une femme pousse une poussette. Un homme lit son journal à la terrasse d'un café. Un vendeur de journaux annonce les gros titres du matin. Tout semble ordinaire. Et pourtant, les gros titres parlent souvent de missiles, d'essais nucléaires, de tensions diplomatiques. Le vocabulaire lui-même change. Dissuasion, riposte, armement, bloc. Ce sont des mots qui entrent peu à peu dans la vie des gens. Même ceux qui ne s'intéressent peut-être pas à la politique les entendent. À la radio, dans les journaux, dans les conversations entre voisins. Vous poussez la porte d'un appartement situé au 4e étage d'un immeuble récent. Le salon est modeste, mais chaleureux. Un canapé en tissu, une petite table basse, une radio posée dans un coin. Une famille s'y prépare pour la journée. Le père ajuste sa cravate avant de partir au bureau. La mère range quelques provisions dans un placard. Et là, derrière les assiettes et les bocaux, vous remarquez quelque chose d'étrange. Des réserves, de l'eau, des boîtes de conserve supplémentaires, des lampes, des piles. Dans certains foyers, on commence déjà à stocker. Pas encore de manière obsessionnelle, mais suffisamment pour que cela devienne une habitude. Prévoir quelques jours, au cas où. Toujours cette même formule silencieuse. Au cas où. C'est peut-être cela, le plus troublant. La peur nucléaire ne se manifeste pas toujours par la panique. Elle s'insinue dans les gestes ordinaires. Acheter plus de nourriture, vérifier les piles, repérer l'abri le plus proche. Écoutez les bulletins d'information avec plus d'attention. Vous sentez à quel point cette peur transforme le quotidien sans forcément le bouleverser en apparence. La ville continue à vivre. Les bureaux s'ouvrent, les usines tournent, les écoles accueillent les enfants, les cafés bruissent de conversation. Mais au fond de chaque esprit, une question demeure. Et si cela arrivait ? Vous traversez maintenant un quartier résidentiel. De petites maisons alignées, chacune avec son jardin, ses volets clairs, ses haies soigneusement taillées. Une image presque parfaite du confort d'après-guerre. Pourtant, derrière certaines maisons, vous apercevez des travaux. Des hommes creusent. Le bruit des pelles résonne doucement. On construit des abris privés, des bunkers familiaux, sous le jardin, sous la pelouse où jouent les enfants. L'idée est presque vertigineuse. Le lieu même du repos, de la famille, du dimanche après-midi, devient aussi un refuge contre la fin du monde. Vous imaginez le père de famille descendre dans cet espace fraîchement construit. Il mesure les étagères, vérifie l'éclairage, compte les réserves. Tout cela avec un calme apparent. Mais au fond de lui, il y a cette peur sourde. Pas forcément pour lui, pour les siens, pour sa femme, pour ses enfants. Car la guerre froide installe une angoisse très particulière. Une peur intime, familiale. Ce n'est plus seulement le destin des nations qui se joue. C'est celui du foyer, du repas du soir, du sommeil des enfants, du lendemain. Et dans le ciel, parfois, lorsqu'un avion passe un peu trop bas, un léger frisson traverse la rue. Un instant seulement. Puis, chacun reprend sa marche, comme si de rien n'était. Comme si l'on avait appris à vivre avec cette ombre suspendue au-dessus de la ville. Le soir descend lentement sur la ville. La lumière du jour s'efface peu à peu derrière les immeubles, et les fenêtres s'illuminent les unes après les autres, comme une constellation tranquille posée sur la pierre. Vu de loin, tout semble paisible. Les rues brillent légèrement sous les lampadaires. Les tramways poursuivent leur course régulière. Des silhouettes rentrent chez elles, manteaux fermés contre le froid, journaux pliés sous le bras. La vie continue. C'est peut-être cela qui rend cette époque si particulière. Tout semble normal. Et pourtant, presque chaque geste du quotidien porte désormais l'empreinte de la menace nucléaire. Vous poussez la porte d'un café encore animé en cette fin de journée. L'air y est chaud, chargé de l'odeur du café noir, du tabac et du bois ciré. Les conversations se mêlent dans un murmure constant. On parle du travail, du prix du pain, des enfants, des vacances d'été que l'on espère pouvoir prendre. Puis, à une table près de la fenêtre, un homme déplie lentement son journal. Le titre, en lettres épaisses, attire aussitôt les regards. Nouvel essai atomique. Le brouhaha baisse légèrement. Les visages se tournent. Personne ne crie. Personne ne s'affole. Mais vous sentez ce petit silence, ce court moment suspendu,
où chacun imagine la même chose. Encore une bombe, encore plus puissante, encore plus destructrice. Dans ces années-là, les essais nucléaires deviennent presque des rendez-vous réguliers dans les médias. On évoque des déserts lointains, des atolls perdus dans l'océan, des territoires presque abstraits pour le commun des mortels. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles dans les esprits. Chaque essai rappelle que les grandes puissances perfectionnent sans cesse leur capacité à détruire. La bombe d'hier ne suffit plus. On en conçoit une autre, plus rapide, plus puissante, plus terrifiante. Vous quittez le café et reprenez votre marche dans la nuit. Le froid s'est accentué. L'air semble plus sec. Au loin, un avion traverse le ciel, un simple point lumineux. Et pourtant, plusieurs passants lèvent instinctivement les yeux. Ce réflexe en dit long. Le ciel n'est plus seulement le ciel. Il est devenu un espace de menace potentielle. Les bombardiers stratégiques occupent désormais l'imaginaire collectif. On sait qu'ils existent. On sait qu'ils peuvent traverser des continents. On sait qu'ils transportent quelque chose capable d'effacer une ville entière. Vous arrivez devant un immeuble résidentiel. Dans l'entrée, près des boîtes aux lettres, une affiche officielle a été placardée. Elle explique calmement la conduite à tenir en cas d'alerte. Rester calme, rejoindre l'abri, fermer portes et fenêtres, prévoir de l'eau et des vivres. Le ton est presque rassurant. Administratif, méthodique, mais à travers ces phrases, vous percevez l'angoisse profonde d'une société qui tente d'organiser l'inorganisable. Comment prépare-t-on des civils à la possibilité d'un cataclysme nucléaire ? La réponse tient souvent dans des consignes simples, presque banales. Et c'est précisément cela qui est troublant. Le pire devient une procédure. Vous montez quelques étages et entrez dans un appartement familial. Le repas du soir vient de se terminer. Les assiettes sont encore sur la table. Une radio diffuse doucement un bulletin d'information. La voix du présentateur est posée, presque monotone. Pourtant, chaque mot semble peser davantage. Tension diplomatique, réunion d'urgence, renforcement militaire. Les adultes écoutent en silence. Les enfants, eux, jouent sur le tapis. Ils font rouler une petite voiture entre les pieds de la table sans comprendre tout ce qui se dit. Mais ils sentent l'atmosphère. Les silences plus longs, les regards échangés entre les parents. La façon dont le père augmente légèrement le volume de la radio. La manière dont la mère s'arrête un instant en essuyant une assiette. La peur nucléaire traverse aussi les murs des maisons. Elle s'invite dans les salons, dans les cuisines, dans les chambres à coucher. Plus tard, lorsque la maison s'endort, cette peur change encore de forme. Elle devient intérieure. Vous imaginez un homme allongé dans son lit, les yeux ouverts dans l'obscurité. À côté de lui, le souffle régulier de son épouse. Dans la chambre voisine, les enfants dorment. Et pourtant, lui ne dort pas. Son esprit tourne. Et si une guerre éclatait pendant la nuit ? Et si la sirène retentissait ? Et si le temps manquait pour atteindre l'abri ? Ce sont des pensées silencieuses, presque honteuses parfois, mais très présentes. Car la guerre froide installe une peur du lendemain. Une peur qui ne crie pas. Une peur qui s'insinue doucement dans le repos lui-même. Vous entendez au loin une sirène de véhicule. Rien d'exceptionnel, sans doute une ambulance. Et pourtant, dans ce contexte, le son provoque immédiatement une crispation. Le corps réagit avant même l'esprit. Le cœur se serre. Puis le calme revient. Cette tension constante use les nerfs. Elle fatigue, elle accompagne chaque journée, et malgré cela, la ville continue de respirer. Le lendemain matin, les boulangeries ouvriront, les enfants iront à l'école, les bureaux accueilleront leurs employés, les amoureux se retrouveront sur un banc, les familles prépareront le dîner. La vie, obstinément, refuse de s'arrêter. Et c'est sans doute ce qui rend cette époque si profondément humaine. Vivre sous l'ombre du champignon atomique, ce n'est pas vivre dans la panique permanente, c'est apprendre à habiter l'inquiétude, à composer avec elle, à continuer d'aimer, de travailler, de rêver, même lorsque le ciel semble porter en lui une menace invisible. Le matin arrive avec cette lumière douce et pâle des jours d'école. Dans la chambre encore un peu fraîche, vous ouvrez là lentement les yeux. À travers les rideaux, le ciel paraît calme, presque innocent.
Une lueur blanche glisse sur le parquet, sur la chaise, où repose le cartable préparé la veille, sur le manteau soigneusement plié. Dans la cuisine, une odeur de pain grillé et de café chaud flotte déjà. La maison se réveille, des pas feutrés, le léger tintement d'une cuillère contre une tasse. La voix basse d'un parent qui vous appelle doucement. Vous descendez les marches encore enveloppées par cette lenteur du matin. Cette impression rassurante que la journée sera semblable à tant d'autres. Et pourtant, dans le monde qui vous entoure, quelque chose a changé. Même l'enfance n'échappe plus à la guerre froide. Vous sortez dans la rue. L'air est frais, légèrement humide. D'autres enfants marchent vers l'école, cartable à la main, écharpe remontée jusqu'au menton. Certains rient, d'autres parlent encore à moitié endormis. On échange quelques mots sur les devoirs, sur le maître, sur un jeu commencé la veille dans la cour. Tout semble normal. C'est précisément ce qui rend la suite si troublante. Vous poussez la grande porte de l'école. L'odeur familière du bois ciré, de la craie et du papier vous enveloppe immédiatement. Les couloirs résonnent de pas pressés et de voix d'enfants. Des manteaux sont accrochés au pater. Une fenêtre laisse entrer une lumière froide sur les rangées de bureaux. Vous vous asseyez. Devant vous, un encrier, un cahier, une plume ou un stylo, le quotidien d'un élève. Puis, au milieu de la matinée, quelque chose se produit. Une sonnerie différente, pas la cloche habituelle, un son plus long, plus grave, une alarme. Aussitôt, la classe se fige. Le maître ne montre aucune panique. Au contraire, sa voix reste calme, presque douce. Comme nous l'avons appris, tout le monde sous les bureaux. Alors vous vous baissez, vous glissez vos jambes sous le bois du pupitre. Vous ramenez vos bras autour de votre tête. Autour de vous, les autres enfants font la même chose. Le bruit des chaises que l'on pousse, le froissement des vêtements, quelques respirations un peu plus rapides. Dans certaines écoles, notamment aux États-Unis, ces exercices deviennent une habitude bien réelle. Le fameux duck and cover, se baisser et se couvrir en cas d'attaque nucléaire. Pour les adultes, il s'agit d'un protocole. Pour les enfants, cela ressemble parfois à un jeu étrange. Mais un jeu dont on ne comprend pas complètement les règles. Vous sentez la poussière sous le bureau, le bois froid contre votre bras, le silence un peu lourd qui s'installe. Certains enfants retiennent un petit rire nerveux. D'autres restent parfaitement immobiles. Et dans ce silence, une idée commence à prendre forme. Quelque chose, dehors, pourrait être assez terrible pour que l'on vous demande de vous cacher ainsi. Lorsque l'exercice se termine, chacun reprend sa place. Le cours continue. La craie recommence à glisser sur le tableau. Le maître reprend sa leçon d'histoire ou de géographie comme si de rien n'était. Et pourtant, vous sentez qu'un léger trouble s'est installé. Même au cœur de l'école, même dans ce lieu censé protéger l'enfance, le monde extérieur s'est invité. À la récréation, la cour retrouve son agitation. Les enfants courent, les billes roulent sur le sol, un ballon rebondit contre un mur. Mais au milieu des jeux, certains mots circulent. Et si la bombe tombait ici? Est-ce qu'on aurait le temps? Les enfants posent les questions avec la franchise propre à leur âge, sans détour, sans filtre, et bien souvent, ils n'obtiennent que des réponses incomplètes. Car les adultes eux-mêmes ne savent pas vraiment. Vous imaginez maintenant le retour à la maison, le cartable un peu plus lourd, le ciel déjà teinté par la fin d'après-midi. En poussant la porte, vous trouvez vos parents dans la cuisine. La radio murmure en fond sonore. On y parle encore de tension, d'essais nucléaires, de négociations. Vous posez votre question avec simplicité. Maman, si la bombe tombe, est-ce qu'on sera protégé? Un silence, très court, mais suffisamment long pour que vous le remarquiez. Puis vient une réponse douce. Bien sûr, ne t'inquiète pas. Une réponse d'amour, avant tout. Pas forcément une certitude, simplement le besoin de rassurer. Et dans le regard du parent, vous percevez quelque chose. Une hésitation, une ombre discrète. Car la guerre froide a cela de particulier. Elle fait entrer la peur, jusque dans le lien entre les générations. Les adultes tentent de protéger l'enfance, mais ils portent eux-mêmes cette inquiétude. Le soir venu, dans votre chambre, vous regardez le plafond. Vous repensez à l'exercice du matin, à la position sous le bureau, aux bras sur la tête, à la voix calme du maître. Et dans votre imagination d'enfant, les images se mélangent. Le ciel, une lumière immense, le bruit d'une sirène. Puis le sommeil vient, doucement, mais désormais
Même les rêves peuvent être traversés par l'ombre de cette époque. Car grandir pendant la guerre froide, c'est apprendre très tôt que le monde n'est pas tout à fait sûr. C'est découvrir, avant l'âge, que les adultes eux-mêmes ont peur, et que cette peur se transmet parfois sans mots, par un silence, par un regard, par une alarme qui résonne dans une salle de classe. L'après-midi s'étire lentement, avec cette lumière douce qui traverse les grandes fenêtres de la salle de classe et vient se poser sur les pupitres en bois. Le cours a repris depuis un moment déjà. La craie glisse sur le tableau dans un léger frottement sec. Les mots s'alignent en lettres blanches, bien nettes, tandis que les enfants, le front parfois un peu penché, recopient soigneusement les lignes sur leur cahier. Tout semble revenu à la normale. Et pourtant, depuis l'alarme du matin, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Vous le sentez dans les silences, dans les regards qui se lèvent parfois vers la fenêtre, dans ces petits moments de flottement où l'esprit s'échappe de la leçon. L'enfance continue, bien sûr, mais elle avance désormais avec une ombre discrète. Le maître pose une question, quelques mains se lèvent. Un enfant répond, les autres écoutent. Puis, au fond de la classe, une voix hésitante se fait entendre. « Maître, si une vraie bombe tombe, est-ce que le bureau nous protège vraiment ?» La question suspend la pièce entière. Le silence qui suit n'est pas lourd, mais il est révélateur. Même ici, au cœur du quotidien scolaire, la guerre froide a trouvé sa place. Le maître marque une légère pause. Il choisit ses mots avec soin. Sa voix reste calme, enveloppante, presque rassurante. Le plus important, c'est de suivre les consignes et de rester calme. Une réponse qui rassure sans répondre complètement. Une réponse d'adulte dans un monde où personne ne possède vraiment de certitude. Vous sentez alors quelque chose d'assez particulier. Les enfants comprennent plus de choses qu'on ne l'imagine. Ils ne saisissent pas toute la géopolitique, bien sûr. Ils ne comprennent pas les relations entre Washington, Moscou, Berlin ou Cuba, mais ils sentent la peur des adultes. Ils perçoivent les silences à la maison, les conversations interrompues lorsqu'ils entrent dans la pièce. La radio que l'on écoute avec une attention plus grave qu'autrefois. À la sortie de l'école, la cour retrouve son agitation. Les cartables claquent, les portes s'ouvrent, les enfants se dispersent dans les rues du quartier. Le monde extérieur les accueille avec son apparente normalité. Une boulangerie laisse s'échapper une odeur chaude de pain frais. Un marchand de journaux interpelle les passants. Une bicyclette passe rapidement sur les pavés. Et pourtant, dans les esprits, l'exercice du matin reste présent. Vous marchez aux côtés d'un camarade. Vous parlez doucement. Tu crois qu'il y aura la guerre ? La question vient simplement, sans dramatisation, comme une curiosité inquiète. L'autre hausse légèrement les épaules. Mon père dit que non, mais il écoute toujours la radio le soir. Cette phrase suffit à tout résumer. Les enfants reconstruisent le monde à partir des gestes des adultes. Ce ne sont pas tant les mots qui les marquent, ce sont les attitudes. La façon dont un père fronce les sourcils en lisant le journal. La manière dont une mère vérifie les provisions. Le regard qu'ils échangent à l'écoute des informations. En rentrant chez vous, vous remarquez quelque chose que vous n'aviez jamais vraiment observé auparavant. Sous l'immeuble, près de la cave, une porte renforcée, plus épaisse, plus lourde. On vous a expliqué que c'était l'abri. Un mot qui sonne presque étrangement pour un enfant. Un abri. Comme si la maison ne suffisait plus. Comme si le monde lui-même pouvait devenir dangereux. Le soir venu, autour du repas, l'ambiance est douce. Les assiettes s'entrechoquent légèrement. La soupe fume encore. On parle de l'école, des devoirs, d'un voisin, d'une course à faire le lendemain. Puis la radio crépite. Un bulletin spécial. La voix du présentateur est grave. Il est question d'essais militaires, de tensions entre grandes puissances, de déclarations officielles. Les adultes se taisent. Le silence à table devient presque palpable. Vous regardez les visages. Vous ne comprenez pas tout, mais vous comprenez l'essentiel. Quelque chose inquiète les grands. Et cela suffit à inquiéter les enfants. La guerre froide a cette particularité étrange. Elle n'est pas toujours visible, mais elle imprègne l'air même du quotidien. Elle transforme les écoles, les foyers, les jeux, les conversations, même les rêves. Dans votre chambre, plus tard, vous êtes allongé sous les couvertures.
La maison est silencieuse. Vous entendez au loin le bruit assourdi d'une voiture qui passe, le vent contre la fenêtre, un plancher qui craque quelque part. Puis, sans le vouloir, votre esprit revient à l'exercice, sous le bureau. Les bras sur la tête, le silence de la classe. Et une pensée d'enfant s'installe. Si cela arrivait vraiment, est-ce qu'on aurait le temps ? Ce n'est pas encore une peur adulte. C'est une inquiétude plus floue, plus imagée, une lumière dans le ciel, une sirène, des adultes qui courent. Le sommeil vient malgré tout. Parce que l'enfance a aussi cette force extraordinaire. Elle continue de rêver même lorsque le monde tremble. Et c'est peut-être cela qui rend cette époque si bouleversante. Une génération entière grandit avec la sensation que la catastrophe est possible, sans pour autant renoncer aux jeux, aux rires, aux amitiés de cours d'école. Le lendemain matin, les enfants reviendront. Ils poseront leur cartable. Ils réciteront leurs leçons. Ils riront à la récréation. Et peut-être qu'une nouvelle alarme retentira. Encore, toujours, jusqu'à ce que cette peur devienne presque une habitude silencieuse, une compagne discrète de l'enfance. Le matin s'installe avec une lenteur presque trompeuse. La ville s'éveille comme toutes les autres, dans une apparente normalité. Les rideaux s'ouvrent, les premiers volets claquent doucement contre les façades. Et les rues commencent à se remplir d'une foule discrète, pressée mais silencieuse. Les tramways grincent sur leurs rails, les voitures laissent derrière elles un léger souffle d'essence. Et les passants avancent d'un pas régulier, le col du manteau relevé contre l'air frais. À première vue, rien ne distingue cette journée des précédentes. Et pourtant, dans cette époque, quelque chose d'invisible accompagne chaque geste. Une méfiance douce, une tension silencieuse, une impression diffuse que les mots ont désormais un poids. Vous poussez la porte d'un café de quartier. L'air y est chaud, presque enveloppant, chargé de l'odeur du café noir, du tabac et du bois ciré. Quelques habitués sont déjà installés. Certains lisent leur journal, d'autres parlent à voix basse. Vous vous asseyez près d'une fenêtre. À la table voisine, 2 hommes discutent. Leurs voix sont basses, très basses. On ne prononce pas certains noms trop forts. On parle de Moscou, de Washington, d'agents, de documents secrets. Le mot « espion » revient comme un murmure. À cette époque, le monde semble habité par des regards invisibles. La guerre froide n'est pas une guerre de tranchées, c'est une guerre d'information, de secrets, d'influence. On imagine des hommes en imperméable dans les gares, des valises échangées à la hâte, des conversations murmurées dans les halls d'hôtel. Mais au-delà de l'image presque romanesque, cette atmosphère finit par toucher la vie ordinaire. Vous le sentez immédiatement. Même les conversations les plus simples deviennent prudentes. Au travail, certains sujets sont évités. Dans les dîners, on ne parle pas politique devant n'importe qui. Les mots sont pesés, les phrases inachevées. On apprend à observer les réactions des autres avant d'aller plus loin. Vous quittez le café et poursuivez votre marche. Au coin d'une rue, un kiosque expose les journaux du matin. Les titres parlent de procès, d'arrestations, de trahisons, de réseaux démantelés. Dans certains pays, la peur de l'infiltration devient presque obsessionnelle. On redoute les sympathisants de l'autre camp, les agents dormants, les informateurs. Et peu à peu, cette peur s'insinue jusque dans les relations entre voisins. Imaginez un immeuble, une cage d'escalier silencieuse, des portes alignées, des familles qui vivent côte à côte depuis des années. Et pourtant, désormais, chacun observe un peu plus qu'avant. Un voisin qui reçoit souvent du courrier étranger, un autre qui écoute une station de radio étrangère tard le soir, une famille qui évite certaines conversations. Tout cela peut éveiller le soupçon. La guerre froide transforme le regard. Elle installe l'idée que la menace peut venir de l'intérieur. Pas forcément d'une armée, mais d'un individu, d'un mot, d'une information transmise. Vous montez quelques marches et poussez la porte d'un bureau administratif. L'atmosphère y est feutrée. Des machines à écrire résonnent dans un rythme régulier, presque hypnotique. Tac, tac, tac. Le papier glisse. Les dossiers s'empilent. Des employés classent des documents avec un sérieux presque solennel. Là encore, vous ressentez cette même prudence. Les conversations s'arrêtent parfois lorsqu'une personne entre dans la pièce.
Les regards se croisent brièvement. Puis chacun reprend son travail. Ce n'est pas forcément la peur d'une arrestation, c'est quelque chose de plus subtil. Le sentiment que tout peut être interprété. Un mot mal choisi, une opinion exprimée un peu trop franchement, un avis sur la politique internationale. Dans certains pays, cela peut suffire à attirer l'attention. Et cette attention, à l'époque, n'est jamais tout à fait anodine. Le soir venu, la radio devient un acteur central de cette atmosphère. Dans les foyers, on l'écoute avec attention. Les voix des présentateurs sont calmes, graves, presque solennelles. Les informations viennent rythmer la journée. Discours officiels, déclarations diplomatiques, arrestations, défections, essais militaires. Le monde semble raconter en permanence une histoire de tension et de secret. Pour les familles, cette guerre invisible s'invite jusque dans le salon. Le père lit son journal avec un froncement de sourcils. La mère baisse légèrement le volume lorsqu'un enfant entre. Les adultes échangent parfois un regard qui en dit plus que les mots. Car cette guerre ne se vit pas seulement entre États. Elle se vit dans les esprits, dans la manière dont chacun perçoit l'autre. Peut-on faire confiance ? Cette question devient presque quotidienne. Vous le sentez jusque dans les gestes les plus ordinaires. Une conversation qui s'interrompt lorsque quelqu'un approche. Une porte que l'on referme doucement avant de parler. Un ton plus bas, une phrase laissée en suspens. Le soupçon devient une habitude, une seconde nature. Et dans cette atmosphère, le quotidien continue pourtant. On va au travail, on fait les courses, on accompagne les enfants à l'école. Mais partout flotte cette sensation discrète que le monde observe, écoute, retient. Comme si chaque existence ordinaire était désormais traversée par l'ombre du secret. La soirée tombe doucement sur la ville. Les fenêtres s'éclairent les unes après les autres, dessinant sur les façades une mosaïque de lumière chaude et rassurante. Dans les appartements, on dîne, on débarrasse la table, on prépare les enfants pour la nuit. De l'extérieur, tout semble paisible. Et pourtant, derrière cette tranquillité apparente, la méfiance continue de circuler, silencieuse, presque imperceptible. Vous poussez la porte d'un salon modeste. Une lampe éclaire doucement la pièce. Le papier peint un peu vieilli. Le canapé soigneusement recouvert d'un plaid. La petite table basse où repose un journal du soir. Tout respire le quotidien le plus ordinaire. Au fond de la pièce, la radio murmure. Sa voix grave emplit l'espace. On y parle d'un diplomate ayant fui vers l'Ouest, d'un scientifique soupçonné d'avoir transmis des informations, d'un procès politique. Chaque soir, les nouvelles semblent nourrir le même climat. Le monde est divisé, et chacun a l'impression que l'autre camp avance dans l'ombre. Vous regardez le père de famille, il écoute en silence, le front légèrement plissé, le regard fixe. À côté de lui, sa femme tricote doucement, mais ses mains ralentissent à certains mots. Trahison, arrestation, enquête. Ces termes, répétés soir après soir, finissent par modeler les esprits. On commence à voir le secret partout. Dans certaines villes, des affiches de propagande recouvrent les murs. Des slogans simples, des messages clairs. Ils ne cherchent pas à expliquer. Ils cherchent à convaincre, à rassurer les uns, à inquiéter vis-à-vis des autres. Vous marchez maintenant dans une rue principale. Le vent fait légèrement claquer une affiche collée sur un mur de briques. On y voit une image forte, une famille souriante, un drapeau, une phrase qui parle de liberté ou au contraire de loyauté selon le camp. La propagande fonctionne ainsi. Elle ne s'adresse pas seulement à l'intellect, elle s'adresse aux émotions, à la peur, à l'espoir, à l'identité. Peu à peu, chacun se voit raconter le monde à travers le regard de son propre camp. À l'ouest, on décrit l'Est comme un univers de surveillance et d'oppression. À l'Est, on présente l'Ouest comme une menace impérialiste, dangereuse et manipulatrice. Et au milieu de cela, les citoyens ordinaires construisent leur vision du monde avec des informations souvent partielles. Vous poussez la porte d'un immeuble. Dans la cage d'escalier, le silence est presque total. Une ampoule éclaire faiblement les marches. Au 3e étage, une porte s'ouvre. Une voisine salue brièvement, puis referme un peu vite. Un geste banal. Et pourtant, dans cette époque, même les banalités peuvent sembler étranges.
La guerre froide installe une lecture nouvelle du quotidien. On interprète davantage, on observe, on tire des conclusions. Pourquoi ce voisin reçoit-il autant de courriers ? Pourquoi cet homme rentre-t-il si tard ? Pourquoi cette famille semble-t-elle éviter les discussions ? Le soupçon transforme les relations les plus ordinaires. Ce n'est pas toujours une peur rationnelle, c'est souvent une inquiétude diffuse, une tension installée dans les habitudes. Au travail, cette atmosphère se prolonge. Vous imaginez une salle de bureau, le cliquetis régulier des machines à écrire, les dossiers soigneusement empilés. Les employés échangent quelques mots, mais rarement sur certains sujets. La politique internationale, les alliances, les discours des dirigeants. Tout cela devient terrain glissant. On préfère parler de la météo, du prix des courses, du match du week-end. La prudence devient une politesse. Puis vient le monde du cinéma, de la télévision naissante, des films. Eux aussi participent à cette ambiance. Des histoires d'espions, d'agents doubles, de documents secrets, de codes cachés. Le public adore. Parce que ces récits font écho à une peur bien réelle. Le secret fascine parce qu'il semble partout. Le moindre inconnu dans une gare peut nourrir l'imagination. Un homme seul avec un chapeau sombre, une valise, un regard furtif. Tout devient matière à suspicion. Le soir, en rentrant chez vous, vous ressentez cette tension jusque dans les gestes les plus simples. Fermez la porte, baissez la voix, vérifiez que la radio couvre un peu la conversation. Dans certains foyers, on évite même de parler librement devant les enfants. Non pas parce qu'ils comprendraient tout, mais parce qu'ils pourraient répéter innocemment une phrase à l'école, dans la cour, chez un voisin. La peur circule ainsi, par les mots, par les silences, par les non-dits. La guerre froide n'impose pas toujours une violence visible. Elle impose parfois quelque chose de plus subtil. Une fatigue mentale, le poids de la vigilance, le sentiment qu'il faut constamment faire attention. Attention à ce que l'on dit, à ce que l'on croit, à ce que l'on montre. Vous vous allongez enfin pour la nuit, la ville s'est apaisée. Au loin, quelques voitures passent encore. Un chien aboie. Le vent frotte doucement contre la fenêtre. Mais dans l'esprit, le calme n'est jamais total. Une pensée revient. Et si la menace n'était pas seulement extérieure ? Et si elle était déjà là ? Dans la rue d'à côté ? Dans l'immeuble voisin ? Dans le bureau où l'on travaille chaque jour ? C'est cette atmosphère particulière qui définit profondément la guerre froide. Une époque où l'on vivait non seulement avec la peur de la bombe, mais aussi avec la peur de l'autre, visible ou invisible, réelle ou imaginée. Et cette peur, à force de s'installer, finit par devenir presque ordinaire. Le monde semble suspendu. Ce matin-là, rien ne paraît vraiment différent. Et pourtant, tout a déjà changé. Vous êtes dans un salon calme, quelque part au début des années 1960. La lumière entre doucement par la fenêtre, dessinant des formes pâles sur le tapis. Sur une table basse, une tasse de café encore tiède. À côté, un journal plié, comme oublié dans la précipitation. Mais ce n'est pas le silence qui attire votre attention, c'est la radio, allumée, plus forte que d'habitude. La voix qui en sort n'est pas celle des jours ordinaires. Elle est plus grave, plus lente, presque solennelle. Vous vous approchez, et peu à peu, les mots prennent forme. Missiles, Cuba, Union soviétique, États-Unis. Le cœur se serre légèrement. Sans encore tout comprendre, vous sentez que quelque chose d'exceptionnel est en train de se produire. Quelques jours plus tôt, des avions de reconnaissance ont survolé une île lointaine, Cuba. Sur les photographies rapportées, des installations inhabituelles ont été repérées. Des structures longues, précises, organisées. Des rampes de lancement, des missiles nucléaires, à seulement quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. Vous imaginez la scène ? Dans un bureau fermé, des hommes observent ces images en silence. Ils savent, ils comprennent immédiatement. Le monde vient de basculer dans une situation nouvelle. La menace n'est plus théorique, elle est là, concrète, visible, à portée. Dans les jours qui suivent, tout s'accélère, mais à l'extérieur, dans les villes, dans les maisons, dans les rues, la vie continue en apparence. C'est cela qui est le plus troublant. Vous sortez,
Le ciel est clair. Les passants marchent trop comme d'habitude. Les magasins ouvrent, les enfants vont à l'école, et pourtant, dans chaque poche, dans chaque sac, dans chaque main, il y a un journal. Et sur chaque journal, les mêmes mots. Crise, missile, confrontation. Vous vous arrêtez devant un kiosque. Les titres sont immenses. Ils occupent toute la page. Comme si l'encre elle-même pesait plus lourd. Autour de vous, les gens lisent bas en silence. Certains froncent les sourcils, d'autres replient rapidement le journal, comme pour échapper à ce qu'ils viennent de découvrir. Car cette fois, la guerre froide ne semble plus lointaine. Elle ne se joue plus seulement dans des discours. Elle s'approche dangereusement. Vous rentrez chez vous. La radio ne s'éteint plus. Elle devient le centre de la maison. On écoute chaque bulletin, chaque annonce, chaque silence même. Puis vient un moment particulier, une allocution, la voix d'un président. Calme, maîtrisé, mais grave. Il annonce la présence de missiles soviétiques à Cuba et la mise en place d'un blocus maritime pour empêcher toute nouvelle livraison. Dans le salon, personne ne parle. Les regards sont fixés sur le poste. Même les enfants sentent que cet instant est différent. Le monde entier semble écouter en même temps. Les mots sont pesés. Chaque phrase compte, car derrière ces mots, il y a une réalité simple. 2 puissances nucléaires sont face à face, et aucune ne veut reculer. Vous sentez alors quelque chose d'inédit, une peur plus intense que d'habitude, plus précise, plus proche. Ce n'est plus une inquiétude diffuse, c'est une tension immédiate. Les jours suivants, le temps change de rythme. Chaque heure compte. Chaque information peut tout faire basculer. Dans les rues, les conversations deviennent rares, ou au contraire, plus rapides, plus nerveuses. Tu as entendu ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que ça va dégénérer ? Les questions circulent. Les réponses, elles, sont incertaines. Vous imaginez maintenant une famille réunie le soir. La table est dressée, mais personne n'a vraiment faim. La radio reste allumée, toujours, comme un fil fragile reliant chacun à la situation mondiale. Les adultes échangent des regards. Les enfants sentent l'inquiétude. Le moindre mot prononcé par un journaliste peut faire monter la tension. Car pendant 13 jours, le monde entier va vivre ainsi, dans l'attente, dans le doute, dans cette sensation vertigineuse que tout peut s'arrêter brusquement. Les navires soviétiques avancent vers Cuba. Les navires américains se positionnent pour les arrêter. Sur les cartes, les lignes se rapprochent. Dans la réalité, des hommes sont là, sur l'océan, face à face, dans le silence des moteurs, dans l'attente d'un ordre. Un ordre qui pourrait déclencher l'irréversible. Vous le ressentez profondément maintenant. Le monde retient son souffle. Pas seulement les dirigeants, pas seulement les militaires, mais aussi les familles, les enfants, les travailleurs, les passants anonymes dans les rues. Pour la première fois, la possibilité d'une guerre nucléaire totale n'est plus une idée abstraite. Elle est là, suspendue, à quelques décisions près. Et dans ce silence tendu, chaque battement de cœur semble résonner un peu plus fort que d'habitude. Les jours passent, mais ils ne s'écoulent plus normalement. Chaque heure semble plus lourde que la précédente. Chaque minute paraît suspendue. Vous êtes dans cette période étrange où le temps lui-même semble retenir son souffle. Dans les maisons, la radio ne s'éteint plus. Même la nuit, certains la laissent allumée, le volume baissé, comme si le silence devenait trop inquiétant. Les voix des journalistes se succèdent, lentes, précises, pesées. Chaque mot est choisi avec une prudence extrême. Car désormais, chacun comprend. Le monde est au bord de quelque chose d'irréversible. La crise dure plusieurs jours. 13, exactement, entre le 16 et le 28 octobre 1962. 13 jours durant lesquels les États-Unis et l'Union soviétique se font face au plus près d'un conflit nucléaire. 13 jours d'attente, 13 jours de tension, 13 jours où chaque décision peut tout faire basculer. Vous imaginez maintenant un matin particulier, le plus dangereux, celui où tout semble prêt à céder. Dans les bureaux militaires, les cartes sont étalées. Des lignes, des points, des trajectoires. Des navires américains bloquent à l'accès à Cuba. Face à eux, les cargos soviétiques approchent, lentement, dans le silence de l'océan. Les ordres sont clairs. Empêcher le passage, mais sans tirer.
sans déclencher, tenir, toujours tenir. Vous ressentez cette tension jusque dans les gestes. Un marin qui observe l'horizon. Un officier qui serre les mâchoires. Un regard échangé. Car tous savent, un seul tir, un seul malentendu. Et tout pourrait commencer. Au même moment, dans le ciel, des avions de reconnaissance survolent les zones sensibles. L'un d'eux est abattu. Un pilote ne revient pas. Et soudain, la situation bascule encore un peu plus près du point de rupture. Les conseillers militaires parlent d'attaque. Certains veulent frapper, détruire les bases, en finir, mais d'autres hésitent, car ils savent ce que cela signifie. La riposte, l'escalade, la guerre totale. Ce jour-là, le monde s'approche au plus près du gouffre nucléaire. Et pourtant, rien ne se produit. Pas encore. Vous êtes dans une maison, le soir. Une famille assez réunie. La lumière est faible. Personne ne parle vraiment. On attend. Simplement. On écoute la radio comme on écouterait un battement de cœur fragile. Les enfants sentent que quelque chose est différent. Ils ne jouent pas comme d'habitude. Ils restent plus calmes, plus proches des adultes, comme si instinctivement, ils cherchaient une forme de protection. Les parents, eux, échangent des regards. Ils ne disent pas tout, mais leurs yeux parlent. Et dans ces regards, il y a une question que personne n'ose formuler à voix haute. Est-ce que demain existera ? Puis, lentement, quelque chose change. Les informations deviennent moins alarmantes. Un message, puis un autre. Des discussions secrètes ont lieu. Des compromis sont envisagés. Des mots nouveaux apparaissent. Accord, retrait, négociation. Peu à peu, la tension se relâche, très légèrement, comme un nœud que l'on desserre, sans jamais vraiment le défaire complètement. Finalement, la décision tombe. Les missiles soviétiques seront retirés de Cuba. En échange, certaines concessions sont faites, discrètement, sans tout révéler au public, mais suffisamment pour éviter le pire. Et alors, quelque chose d'invisible se produit. Le monde respire. Pas avec joie, pas avec soulagement total, mais avec une forme d'apaisement fragile. Dans les maisons, les épaules se relâchent. Les conversations reprennent doucement. Les enfants recommencent à rire un peu plus fort. La radio, peu à peu, retrouve un ton plus habituel. Mais rien n'est tout à fait comme avant. Car ces 13 jours ont laissé une trace profonde, une certitude. Le monde a frôlé la fin, réellement, pas dans un scénario, pas dans une imagination, mais dans la réalité la plus concrète. Et désormais, chacun sait. La guerre nucléaire n'est pas une idée abstraite, c'est une possibilité. Une possibilité qui peut surgir, brusquement, au cœur d'un matin ordinaire. Vous regardez le ciel. Il est calme, presque paisible. Mais vous savez maintenant que cette paix tient à peu de choses, à des décisions, à des hommes, à des instants. Et peut-être aussi à une part de chance. La guerre froide continue, mais après Cuba, elle ne sera plus jamais tout à fait la même. Car le monde a appris à quel point il pouvait disparaître, en quelques jours seulement. Le son arrive toujours sans prévenir, long, métallique, presque irréel. Une sirène, vous êtes en pleine journée, dans une rue ordinaire, entourée de passants pressés, de vitrines éclairées, de conversations banales. Et soudain, ce bruit traverse l'air. Il ne ressemble à rien d'autre. Il ne se contente pas d'être entendu. Il s'impose. Il pénètre les corps. Il fait vibrer les vitres, ralentir les pas, suspendre les gestes. Les têtes se lèvent presque en même temps. Les regards se croisent. Et pendant une fraction de seconde, une question traverse tous les esprits. Est-ce réel ? Car dans ces années-là, les sirènes font partie du paysage sonore des villes. Héritées des systèmes d'alerte de la Seconde Guerre mondiale, elles sont désormais utilisées pour prévenir la population en cas d'attaque, notamment nucléaire. Mais le plus troublant, c'est qu'on ne sait jamais immédiatement. Exercice ou réalité. Vous ressentez cette hésitation. Ce moment suspendu où le monde semble basculer. Puis, très vite, les réflexes prennent le dessus. Certains accélèrent le pas. D'autres s'arrêtent, hésitent. Quelques-uns continuent comme si de rien n'était, habitués à ces alertes régulières. Car oui, dans de nombreuses villes, les sirènes sont testées. Régulièrement, parfois une fois par mois. Toujours à heure fixe. Mais même lorsqu'on sait que c'est un exercice,
Le corps, lui, réagit autrement. Le cœur s'accélère, la respiration se fait plus courte, une tension monte, instinctive. Vous vous dirigez vers un bâtiment, à l'intérieur, des consignes sont affichées. Claires, simples, presque froides. Rejoindre un abri, s'éloigner des fenêtres, rester à l'écoute des informations. La procédure est connue, répétée, intégrée. Dans certains pays, ces exercices sont même organisés à grande échelle. Des villes entières participent. Les rues se vident, les bureaux s'arrêtent, les écoles appliquent les consignes. On simule l'impensable pour s'y préparer. Vous descendez un escalier, encore, vers un sous-sol. Le bruit de la sirène est plus étouffé ici, mais il continue de résonner, comme un écho lointain. Autour de vous, des gens s'installent, sur des bancs, contre les murs. Certains parlent à voix basse, d'autres restent silencieux. Vous observez les visages. Il n'y a pas de panique, pas de cris, mais une concentration étrange, une attente, comme si chacun retenait quelque chose en lui. Le temps semble différent dans ces moments-là. Plus dense, plus lent. On écoute, on guette, on attend la fin du signal. Car la sirène ne signifie pas seulement un danger. Elle signifie aussi l'incertitude. Combien de temps? Que se passe-t-il dehors? Est-ce un simple test ou le début de quelque chose? Dans les écoles, dans les usines, dans les bureaux, ces exercices façonnent peu à peu les comportements. Ils deviennent presque automatiques. On se lève, on se baisse, on se déplace, on obéit. Le corps apprend avant même que l'esprit comprenne. Et c'est peut-être cela, le plus marquant. La guerre froide s'inscrit dans les réflexes, dans les gestes, dans la mémoire du corps. Vous remontez à la surface. La sirène s'est arrêtée. Le silence qui suit est presque plus troublant encore. Un silence épais, comme si la ville elle-même retenait encore son souffle. Puis, peu à peu, la vie reprend. Les conversations redémarrent, les pas reprennent leur rythme, les moteurs grondent à nouveau, comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, quelque chose persiste, une trace invisible, une fatigue légère, une tension qui ne disparaît pas complètement, car même lorsqu'il ne se passe rien, la possibilité, elle, reste, toujours. Le soir venu, cette tension change de forme, elle devient intérieure. Vous êtes chez vous, la lumière est tamisée, la journée s'est écoulée normalement, en apparence, mais le souvenir de la sirène reste présent, dans un coin de votre esprit. Vous écoutez les bruits de la maison, une horloge, des pas dans le couloir, un robinet que l'on ferme, des sons familiers, rassurants. Et pourtant, à tout moment, vous le savez, le silence pourrait être brisé par ce même son, long, métallique, inoubliable. Et dans cette attente silencieuse, quelque chose s'installe lentement. Une vigilance permanente, une fatigue diffuse. Car vivre avec la sirène, ce n'est pas seulement entendre un signal, c'est apprendre à ne jamais être totalement en paix, même dans les moments les plus calmes, même au cœur de la nuit. La nuit est tombée depuis longtemps. La ville, vue depuis la fenêtre, semble paisible. Les lampadaires déposent sur les trottoirs une lumière jaune et douce. Quelques voitures passent encore au loin, leurs phares glissant lentement sur les façades. Puis, peu à peu, le bruit s'éloigne, le silence s'installe. Un silence que l'on devrait trouver rassurant. Et pourtant, dans cette époque, le silence de la nuit n'est jamais tout à fait apaisant. Vous êtes allongé dans votre lit. La maison dort. On entend à peine le souffle régulier d'un proche dans la pièce voisine, le léger craquement du bois qui travaille, le vent contre les vitres. Tout semble calme. Mais votre esprit, lui, ne se repose pas. Car lorsque l'on a passé des années à vivre avec les sirènes, avec les exercices d'alerte, avec les bulletins spéciaux à la radio, la peur ne disparaît pas lorsque les lumières s'éteignent. Au contraire, elle trouve dans la nuit un terrain plus vaste, plus silencieux, plus propice à l'imagination. Vous fermez les yeux. Et presque malgré vous, une pensée revient. Et si cela arrivait maintenant? Pas demain, pas dans un avenir lointain. Maintenant. Pendant que tout le monde dort. Pendant que la ville repose dans cette illusion de tranquillité. Cette idée, simple en apparence, suffit à éloigner le sommeil. Vous ouvrez à nouveau les yeux. Le plafond
à peine visible dans la pénombre, semble immobile. Vous écoutez, un bruit, simplement une voiture au loin. Mais le corps réagit avant même que l'esprit analyse. Le cœur se serre légèrement. Puis le calme revient. Cette tension permanente, beaucoup de familles l'ont connue. La guerre froide n'a pas seulement transformé la politique ou les villes. Elle a transformé le sommeil. Les nuits deviennent plus légères, plus fragiles. On dort moins profondément. On se réveille plus facilement, au moindre bruit, au moindre son inhabituel. Vous imaginez une mère de famille se levant en pleine nuit pour vérifier que la radio fonctionne encore. Un père qui jette un regard aux réserves dans la cave. Un autre qui garde près du lit une lampe de poche, quelques papiers importants, un manteau prêt à être enfilé rapidement. Ce sont des gestes presque invisibles, mais ils disent tout. Le quotidien s'organise autour de la possibilité de l'urgence. Vous sentez à quel point cette époque use les corps, pas par la violence directe, mais par la vigilance constante, par cette incapacité à se détendre totalement. Le sommeil, normalement refuge du corps et de l'esprit, devient lui aussi traversé par la peur. Et parfois, au cœur de la nuit, cela arrive. La sirène, longue, métallique, déchirante. Elle traverse l'obscurité comme une lame. Instantanément, la maison s'éveille. Des pas précipités, une porte qui s'ouvre. Des voix basses mais tendues. On allume une lumière. Les enfants se réveillent, encore engourdis, les yeux à moitié ouverts. Habituez-toi vite. La voix reste douce, mais vous sentez la tension. Même lorsqu'il s'agit d'un exercice nocturne, le corps ne fait pas la différence. Il réagit comme si le danger était réel. On descend. Escalier après escalier, vers la cave, vers l'abri. L'air y est plus froid, plus humide. L'odeur du béton brut, des couvertures pliées, du métal des étagères. Tout cela devient presque familier. Et c'est peut-être le plus troublant. La peur elle-même finit par prendre une forme familière. On s'assoit, on attend. Les enfants, encore à moitié endormis, serrent parfois une couverture contre eux. Les adultes gardent le silence. Personne ne parle trop fort. On écoute, toujours. La sirène finit par s'arrêter. Le silence revient. Mais le sommeil, lui, ne revient pas si facilement. Une fois remonté dans la chambre, le cœur continue à battre un peu plus vite. L'esprit reste éveillé. On imagine, on anticipe, on recommence le scénario. Et si, la prochaine fois, ce n'était pas un exercice? C'est là que réside la véritable fatigue de cette époque. Pas seulement dans les alertes, mais dans l'attente de la prochaine. Le corps apprend à vivre dans une alerte douce, continue. Une tension de fond, un fil invisible toujours tendu. Le lendemain matin, la ville semble normale. Les gens partent au travail, les enfants vont à l'école, les boulangeries ouvrent. Et pourtant, sur certains visages, vous remarquez cette lassitude discrète, les traits un peu tirés, le regard plus lourd, comme si toute une génération portait une dette de sommeil. Une fatigue née, non pas du travail ou de la guerre ouverte, mais de l'angoisse. Vivre avec la sirène, c'est apprendre à habiter l'incertitude, à aimer malgré elle, à dormir malgré elle, à continuer malgré elle. Et chaque nuit, au moment de fermer les yeux, une même pensée silencieuse revient, pourvu que rien ne retentisse avant l'aube. Le matin entre doucement dans la maison. Une lumière pâle glisse le long des rideaux, vient se poser sur la table du petit déjeuner, sur les tasses encore tièdes, sur les miettes de pain laissées par la veille. Tout semble paisible, presque tendre. Le silence de l'aube a quelque chose de rassurant, comme si, pendant quelques instants encore, le monde extérieur n'existait pas. Dans la cuisine, on entend le léger sifflement d'une bouilloire, un pas feutré, le bruit discret d'une chaise que l'on tire. La vie intime commence. Et dans cette époque traversée par la peur, c'est peut-être là que réside ce qu'il y a de plus profondément humain, malgré les tensions, malgré les sirènes, malgré les discours graves à la radio. Les gens continuent à vivre, à aimer, à se projeter. Vous êtes assis à une table, face à une jeune femme ou à un jeune homme que vous aimez. La lumière du matin éclaire doucement son visage. Il y a dans ce moment une simplicité bouleversante,
Un sourire encore un peu endormi, une main posée près de la vôtre, le parfum léger du café, le tissu chaud d'un peignoir. À l'extérieur, le monde parle de missiles, de frontières, de blocs ennemis. Ici, on parle de choses beaucoup plus proches. Le loyer, les courses, le projet d'acheter une petite maison, un futur ensemble. C'est cela, la force silencieuse des familles pendant la guerre froide. On continue à bâtir, même lorsque l'horizon paraît incertain. Vous sortez dans la rue. Le quartier s'éveille doucement. Des enfants partent à l'école, des voisins se saluent. Un commerçant relève son rideau métallique dans un bruit sourd. Les gestes sont simples, presque rassurants. Mais derrière cette apparente normalité, une question accompagne de nombreux foyers. Quel avenir préparer ? Dans certaines maisons, on parle mariage. Dans d'autres, on attend un enfant. Dans d'autres encore, on hésite. Est-ce raisonnable de faire des projets dans un monde où tout semble suspendu à la décision de quelques hommes ? Cette question, beaucoup se la posent sans toujours la formuler. Vous imaginez un couple marchant le soir dans une rue calme. Le vent est frais. Les lampadaires dessinent une lumière douce sur les pavés. Ils parlent à voix basse. D'un appartement, d'une chambre supplémentaire, d'un bébé peut-être, puis un silence. Pas un silence vide. Un silence chargé d'une pensée commune. Et si le monde basculait ? La guerre froide installe cela jusque dans les histoires d'amour. Une ombre discrète sur les rêves les plus simples. Pourtant, loin de tout empêcher, cette menace renforce parfois le besoin d'aimer. Comme si l'incertitude du lendemain donnait encore plus de valeur à la présence de l'autre. Vous sentez la chaleur d'une main dans la vôtre, le réconfort d'une voix familière, le calme d'un foyer que l'on construit ensemble. Dans les maisons, les familles deviennent des refuges, des espaces de douceur face à la dureté du monde extérieur. Le soir, on se retrouve autour du repas. Les assiettes s'entrechoquent doucement. Les enfants racontent leur journée. On parle du travail, d'un voisin, d'un anniversaire à venir. Et pourtant, parfois, la radio posée dans un coin du salon rappelle brutalement la réalité du monde. Un bulletin d'information, un discours, une nouvelle crise diplomatique. Alors les regards changent, très légèrement. Le père se tait, la mère baisse un peu la voix. Les enfants sentent ce changement sans toujours le comprendre. Ils apprennent très tôt que certains silences ont un sens. Vous montez maintenant dans une chambre d'enfant. Une petite veilleuse diffuse une lumière douce. Un berceau, quelques jouets rangés sur une étagère, une couverture soigneusement pliée. Dans cette pièce, tout parle d'avenir. Et pourtant, pour les parents, cette image peut aussi être traversée par une angoisse profonde. Dans quel monde grandira cet enfant ? Cette question habite une génération entière. Car aimer pendant la guerre froide, ce n'est pas seulement aimer l'instant présent. C'est aussi aimer un futur incertain. C'est continuer à croire au lendemain malgré la menace permanente. Vous imaginez un père se tenant quelques instants sur le seuil de la chambre. Il regarde son enfant dormir, le souffle calme, le visage paisible, et en lui monte cette pensée silencieuse. Je dois le protéger. Contre tout. Même contre ce que je ne peux pas contrôler. C'est là que la guerre froide touche à quelque chose de très intime. Elle ne reste pas à la frontière des nations. Elle entre dans le cœur des foyers, dans les projets, dans les rêves, dans la façon même d'aimer. On ne fait pas seulement des plans pour demain. On apprend à chérir aujourd'hui. Parce que demain n'est jamais totalement assuré. Et pourtant, malgré tout, les mariages y ont lieu. Les enfants naissent, les maisons se remplissent de rires. La vie, encore une fois, avance. Obstinée, douce, fragile, comme une petite lumière dans la nuit. La soirée s'installe lentement sur le foyer. Dans le salon, une lumière douce éclaire les murs, les cadres posés sur le buffet, les photos de mariage, les visages figés dans des instants heureux. Un enfant rit dans la pièce voisine. On entend le bruit léger de petits pas sur le parquet, puis le froissement d'un pyjama que l'on a juste avant le coucher. La maison respire la chaleur, une chaleur simple, presque précieuse. Car dans un monde où l'on parle sans cesse de missiles, de crises et de frontières, le foyer devient plus qu'un lieu. Il devient un refuge. Vous êtes assis dans un fauteuil. En face de vous, la personne que vous aimez replie doucement du linge propre. Chaque geste est lent, calme, presque apaisant. Une chemise d'enfant, une robe.
un drap encore imprégné de l'odeur du savon. Ces petits gestes du quotidien prennent une valeur particulière dans cette époque. Ils disent que la vie continue, qu'elle s'organise, qu'elle se construit. Malgré tout, sur la table, quelques papiers sont étalés, des plans, des chiffres, peut-être le projet d'une maison, peut-être les économies pour un futur achat, peut-être simplement le budget du mois. Le futur se dessine souvent ainsi, à travers des choses très concrètes. Une chambre à préparer, une école à choisir, un quartier plus calme. Mais derrière chaque projet flotte parfois une pensée plus sombre. Et si tout cela n'avait pas le temps d'exister ? Cette question ne se formule pas toujours. Elle reste souvent silencieuse, dans un regard, dans un soupir, dans une hésitation au moment de parler d'avenir. Mais vous le sentez particulièrement chez les jeunes parents. Le monde extérieur leur semble plus menaçant encore depuis la naissance de leur enfant. Ce qui auparavant relevait d'une inquiétude générale devient désormais personnel, intime. Il ne s'agit plus seulement de sa propre vie, mais de celle d'un être fragile qui dort à quelques mètres. Vous montez doucement l'escalier. Dans la chambre, l'enfant dort, le visage paisible, les mains légèrement refermées sur la couverture, la respiration lente et régulière. C'est une image d'une tendresse absolue. Et pourtant, pour les parents, elle s'accompagne souvent d'une angoisse profonde. Comment protéger ce sommeil ? Comment protéger cet avenir ? La guerre froide transforme l'amour parental. Elle le rend plus vigilant, plus inquiet, plus intense peut-être. On pense aux provisions, à l'abri le plus proche, aux consignes, aux gestes à faire en cas d'alerte. Même l'amour se charge de préparation. Le père vérifie parfois une lampe de poche dans le placard. La mère garde des couvertures prêtes. Ces gestes ne sont pas toujours dits, mais ils sont là, discrets, silencieux. Le lendemain, dans le parc, la vie semble pourtant parfaitement normale. Des enfants courent, des parents discutent sur un banc, un ballon roule sur l'herbe, le soleil éclaire doucement les allées. Et au milieu de cette scène presque paisible, vous ressentez quelque chose de très fort. Le besoin collectif de croire à la normalité. Les familles s'accrochent au rituel. Le goûter, la promenade du dimanche, les anniversaires, les vacances d'été. Autant de moments qui permettent de continuer à imaginer le futur. Car aimer pendant la guerre froide, c'est aussi cela. Refuser de laisser la peur voler l'idée du lendemain. Les couples continuent à se promettre des années ensemble, à parler de vieillesse, à imaginer leurs enfants grandir, à rêver d'une vie longue. Même si, au fond, chacun sait que cette promesse repose sur un équilibre fragile. Le soir, après avoir couché les enfants, les adultes se retrouvent souvent seuls quelques instants. Le silence de la maison devient alors presque méditatif. On s'assoit, on parle doucement, et parfois, les vraies questions remontent. Tu crois que ça ira ? Cette phrase, si simple, contient tout. Pas seulement la politique, pas seulement la guerre. Elle contient le besoin d'être rassuré, d'entendre la voix de l'autre dire que oui, que tout ira bien, même lorsque personne ne peut réellement le garantir. Et pourtant, dans ce besoin de réconfort mutuel, quelque chose de profondément humain se révèle. L'amour devient une forme de résistance, une manière de continuer à croire, à espérer, à construire. Vous regardez une photo de famille posée sur un meuble, un sourire figé, une journée d'été, un enfant dans les bras de ses parents. Cette image devient presque un symbole de toute l'époque. La douceur de la vie ordinaire sous l'ombre permanente de la catastrophe. Et peut-être est-ce précisément cette fragilité qui rend les liens si forts. On s'aime avec plus de conscience, on protège avec plus d'attention, on savoure les petits instants avec une intensité particulière. Un repas partagé, un rire, une main dans la vôtre, le souffle calme d'un enfant endormi. Dans un monde menacé, ces choses prennent une valeur immense. La guerre froide a fait vivre des millions de familles dans cette tension étrange. Aimer aujourd'hui, espérer demain, craindre malgré tout, et continuer chaque matin à croire que la lumière reviendra derrière les rideaux. Le matin se lève sur une ville coupée en deux. La lumière grise de l'aube glisse lentement sur les façades encore humides, sur les trottoirs silencieux, sur les fenêtres derrière lesquelles des vies ordinaires commencent à s'éveiller. À première vue,
La rue ressemble à tant d'autres. Une boulangerie ouvre ses volets, un tramway passe au loin. Des pas résonnent sur les pavés. Et pourtant, au milieu de cette normalité, une présence s'impose. Massive, froide, silencieuse. Un mur. Vous êtes à Berlin, au début des années 1960. Pendant des années, la ville a déjà vécu dans une forme de division invisible. Des zones, des secteurs, des contrôles. Mais désormais, la séparation prend une forme de béton. Elle devient matérielle. On ne parle plus simplement d'est et d'ouest. On les voit. Le mur s'élève devant vous. Des blocs de béton gris, des barbelés, des miradors, des projecteurs. Il coupe les rues comme une cicatrice brutale. Là où, hier encore, on traversait librement, il n'y a plus qu'un obstacle, une frontière. Vous marchez lentement le long de cette ligne. Le froid du matin semble plus vif ici. Le silence aussi. Sur un trottoir, une femme s'est arrêtée. Son regard reste fixé de l'autre côté. Peut-être qu'un frère y vit, peut-être une mère, peut-être un enfant. Le plus douloureux dans cette frontière, ce n'est pas seulement la séparation géographique, c'est la séparation des vies, des familles, des habitudes, des souvenirs. Une rue autrefois banale devient une ligne de fracture entre deux mondes. Le 13 août 1961, les autorités allemandes ferment brutalement la frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest avant d'ériger ce qui deviendra le mur de Berlin. Imaginez la brutalité de ce réveil. La veille encore, certains passent voir des proches. Le lendemain, tout est fermé. Des soldats, des barrières, puis le béton. Vous ressentez cette violence silencieuse. Pas une explosion, pas une bataille, mais une coupure nette dans le quotidien. Vous vous approchez d'un point de contrôle. Des uniformes, des regards fermés, des papiers examinés longuement. Ici, chaque passage devient un événement, chaque autorisation un privilège, chaque refus un drame intime. La guerre froide prend ici un visage très concret. Celui de la frontière, celui du soupçon, celui de la peur de l'autre camp. Car le mur ne sépare pas seulement des territoires, il alimente les imaginaires. À l'ouest, on parle de dictature, de surveillance, d'oppression. À l'est, on parle de protection, de sécurité, de menaces venues de l'extérieur. Chaque côté construit une image de l'autre. Une image souvent nourrie par la propagande, par les récits officiels, par la peur. Vous sentez cette méfiance jusque dans les mots. L'autre côté. Cette expression revient souvent. Elle dit tout. L'autre côté devient presque un monde abstrait. Un espace que l'on imagine sans toujours le connaître. On projette, on fantasme, on redoute. Dans les familles séparées, cette fracture devient encore plus douloureuse. Imaginez une mère à l'est, dont la fille travaille à l'ouest. Imaginez un couple séparé en une nuit. Imaginez des grands-parents qui ne verront plus grandir leurs petits-enfants. Le mur transforme la géopolitique en souffrance intime. Chaque bloc de béton porte en lui une histoire humaine. Vous continuez à marcher. Au sommet du mur, les barbelés brillent légèrement sous la lumière pâle du matin. Au loin, un garde observe depuis un mirador. Son regard balaye lentement la zone. Cette présence permanente rappelle à chacun que la frontière n'est pas symbolique. Elle est surveillée, défendue, parfois mortelle. Certains tenteront de passer, de fuir, de retrouver leurs proches. Certains y laisseront leur vie. Cette réalité nourrit encore davantage la peur de l'autre camp. Le mur devient un symbole mondial, celui d'un monde où la peur a pris la forme du béton, celui d'une époque où l'on protège ses idées en enfermant les corps. Et pourtant, malgré cette séparation, la vie continue de chaque côté. Les enfants vont à l'école, les gens travaillent, les couples se rencontrent, les familles dînent, mais toujours avec cette ligne dans l'esprit, cette coupure, cette présence. La guerre froide se lit ici dans le paysage lui-même, dans les rues interrompues, dans les fenêtres donnant sur un mur, dans les regards tournés vers un horizon devenu inaccessible. Et surtout dans cette peur sourde, profondément humaine. La peur de ce qui se trouve de l'autre côté. La peur de l'inconnu. La peur de l'ennemi que l'on ne connaît souvent qu'à travers les récits qu'on nous en fait. Le jour avance lentement le long du mur. La lumière change, mais le béton reste le même. Immobile, froid, indifférent. Vous êtes toujours là, à quelques mètres de cette frontière qui coupe la ville. Et plus vous la regardez,
plus vous comprenez qu'elle ne sépare pas seulement des territoires. Elle sépare des vies, des histoires, des destins. Sur un trottoir, des gens se sont arrêtés. Certains regardent en silence. D'autres restent là, immobiles, comme si leurs yeux tentaient de traverser ce que leur corps ne peut plus franchir. Vous entendez parfois des voix. Elles viennent de l'autre côté, faibles, portées par le vent. Des prénoms, des appels, des mots simples. Je suis là. Tu m'entends ? Car au début, avant que le mur ne devienne totalement hermétique, certains pouvaient encore s'approcher, se parler à distance, apercevoir un visage connu. Mais très vite, même cela disparaît. Les autorités renforcent les contrôles. Les distances s'allongent. Les contacts deviennent impossibles. Le 13 août 1961, lorsque les barbelés puis les murs sont dressés, des milliers de familles se retrouvent brutalement séparées du jour au lendemain, sans possibilité de se revoir. Vous imaginez ce moment. Un dernier regard, un geste de la main, un « à demain » qui devient un « peut-être jamais ». Dans certains immeubles, la frontière passe littéralement au pied des fenêtres. Des habitants se penchent encore au début pour parler à ceux d'en face. Puis les fenêtres sont murées, bouchées, condamnées, comme si l'on voulait effacer jusqu'à la possibilité de voir. Le mur ne coupe pas seulement les rues, il coupe les regards. Et cela change tout, car l'autre camp devient progressivement une abstraction. On ne voit plus, on n'entend plus, on imagine, et souvent, on imagine le pire. Vous marchez maintenant le long d'une zone plus surveillée. Le sol est dégagé, presque vide. C'est ce que l'on appelle plus tard la zone de la mort. Un espace entre deux murs, surveillé en permanence, où chaque mouvement est suspect. Des projecteurs, des miradors, des gardes. Ici, la frontière n'est plus seulement une limite, c'est un système, un dispositif, un piège. Et pourtant, certains tentent de passer, malgré tout, malgré le danger, malgré les risques. Parce que de l'autre côté, il y a une vie, une famille, une liberté imaginée. On creuse des tunnels, on fabrique des cachettes dans des voitures, on saute depuis des fenêtres, on court, certains réussissent. Environ 5000 personnes parviennent à passer à l'ouest malgré les risques. Mais beaucoup échouent. Certains sont arrêtés, d'autres sont blessés, et certains ne reviennent jamais. Au moins 140 personnes meurent en tentant de franchir le mur au fil des années. Ces chiffres, vous ne les voyez pas inscrits sur le béton, mais ils sont là, présents, dans le silence, dans les regards, dans la mémoire. Vous imaginez une nuit, un homme court, le cœur battant, le souffle court. Il sait que chaque seconde compte. Derrière lui, des cris. Devant lui, l'espoir. Puis un bruit sec, un arrêt. Le silence revient. Et le mur, lui, reste immobile. Comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, la ville se réveille. Les gens passent. Certains s'arrêtent, regardent, puis repartent. La vie continue, toujours, mais avec cette conscience nouvelle. Le mur n'est pas seulement une frontière politique. Il est une présence psychologique, une pression constante, une ligne que l'on n'oublie jamais, même lorsqu'on ne la voit pas. Dans les familles, cette séparation laisse des traces profondes. Des anniversaires sans certains proches, des lettres qui mettent des semaines à arriver, des vies qui évoluent à chacune de leur côté, sans pouvoir se rejoindre. L'absence devient une habitude, une douleur silencieuse, et peu à peu, quelque chose d'encore plus subtil se produit. On s'habitue. C'est peut-être cela le plus troublant. Le mur, aussi brutal soit-il, finit par entrer dans le quotidien. On apprend à vivre avec, à contourner, à ne plus regarder, à faire comme si. Mais au fond, personne ne l'oublie vraiment, car il est là, toujours, dans le paysage, dans les esprits, dans les conversations. Il devient le symbole le plus visible de la guerre froide. Un monde où la peur a construit des murs. Un monde où l'on protège des idées en séparant des êtres humains. Et en vous tenant là, face à ce béton froid, vous comprenez quelque chose de profond. La guerre froide n'est pas seulement une tension entre puissances. C'est une fracture dans la vie des gens. Une fracture lente, silencieuse, mais terriblement réelle. Les années ont passé. Le monde n'a pas explosé. Les villes sont toujours là.
Les rues continuent de s'éveiller chaque matin, sous la même lumière douce. Les vitrines s'illuminent au petit jour. Les enfants partent à l'école. Les adultes prennent le chemin du travail. Les tramways grincent encore sur leurs rails. En apparence, la vie suit son cours. Et pourtant, quelque chose s'est lentement déposé sur les esprits. Une fatigue. Pas celle qui vient d'une mauvaise nuit, pas celle du corps après une longue journée. Une fatigue plus profonde, plus silencieuse, une fatigue née de l'attente. Vous la sentez dans les visages, dans les regards un peu plus lourds, dans les silences qui s'installent, parfois au milieu d'une conversation. Pendant des années, les peuples ont vécu avec la possibilité de la catastrophe. Toujours là. Jamais totalement éloigné. Une crise diplomatique, un essai nucléaire, une déclaration agressive à la radio, et tout revient. Le cœur qui se serre, l'esprit qui imagine, la nuit qui devient plus difficile. Cette répétition use, lentement, presque sans que l'on s'en aperçoive. Vous marchez dans une rue commerçante au milieu des années 1970. Le monde semble plus moderne, les enseignes sont plus lumineuses, les voitures plus nombreuses, la consommation a pris une place plus grande. Les vitrines exposent des téléviseurs, des appareils électroménagers, des vêtements plus colorés. Tout semble parler de progrès. Et pourtant, derrière cette modernité, l'angoisse est toujours là. Simplement, elle a changé de forme. Elle n'est plus toujours une peur aiguë. Elle devient une présence de fond, un bruit sourd dans l'esprit, quelque chose avec lequel on apprend à vivre. Vous entrez dans un café. Les conversations sont moins tendues qu'au moment de Cuba ou de la construction du mur. On parle davantage du quotidien, du travail, du coût de la vie, des enfants. Mais parfois, au détour d'une phrase, la guerre froide réapparaît. Tu as entendu parler des nouveaux missiles ? On dit que les tensions remontent. Les mots sont prononcés avec une forme de lassitude. Comme si tout cela n'étonnait plus vraiment. Et c'est peut-être cela le plus marquant. La peur devient familière. Elle s'installe dans le décor mental. Elle ne choque plus comme avant. Elle accompagne. Pendant des décennies, les populations ont intégré l'idée qu'une guerre nucléaire pouvait survenir. Cette conscience diffuse a profondément marqué la psychologie collective. Vous le ressentez dans les corps, les épaules un peu plus basses, le soupir discret devant les informations du soir, le regard qui se détourne du journal. Comme si l'esprit, à force d'avoir trop imaginé le pire, cherchait maintenant à se protéger par l'habitude. On appelle parfois cela l'usure psychologique, une fatigue mentale née de la répétition de la menace. Le monde ne vit pas dans la guerre ouverte, mais il vit dans la tension prolongée. Et cette tension finit par modifier profondément la manière de percevoir l'avenir. Vous imaginez un adulte qui a grandi dans les années 1950. Il a connu les exercices sous les bureaux, les sirènes, Cuba, le mur, les discours alarmants. Et désormais, il regarde ses propres enfants. Il les voit jouer, rire, grandir. Mais en lui persiste cette pensée. Le monde reste fragile. Cette génération porte en elle une forme de lassitude historique. Une fatigue de la peur. Vous le voyez aussi dans les mouvements sociaux, dans les manifestations pour la paix, dans les rassemblements contre l'armement nucléaire. De plus en plus de gens expriment un besoin simple, que cela cesse, que la peur cesse, que l'humanité cesse de vivre sous la menace de sa propre destruction. Dans les rues, des pancartes apparaissent, des slogans pour le désarmement, des appels à la paix. Cette lassitude devient parfois une mobilisation. Le refus d'accepter que l'angoisse soit devenue normale. Mais pour beaucoup, elle reste intérieure, plus discrète. Elle se traduit par une forme de pessimisme, une difficulté à croire totalement au futur. On fait des projets, bien sûr, on continue à vivre. Mais quelque chose dans le rapport au lendemain reste teinté d'incertitude. Le soir venu, devant le journal télévisé, les visages se ferment un peu. On écoute, on soupire, on commente à demi-mot. Encore une crise, encore une montée des tensions, encore des essais. Le corps connaît déjà la réaction. Une fatigue qui revient immédiatement. Pas la peur aiguë, la lassitude. Comme si l'esprit disait simplement « pas encore ». Et pourtant, le lendemain, tout recommence. Le travail, l'école, le repas du soir, la vie, toujours. C'est cette coexistence entre normalité et angoisse qui définit profondément cette époque.
une humanité qui continue de vivre, mais qui porte en elle une fatigue lente, profonde, presque invisible, une fatigue de plusieurs décennies, une fatigue du possible désastre. Le soir tombe doucement sur la ville. Une pluie fine vient parfois frapper les vitres, dessinant de longues traînées brillantes sous la lumière des lampadaires. À l'intérieur des maisons, les salons s'éclairent d'une lumière chaude. On dîne, on range les assiettes, on s'assoit devant le journal télévisé. Et pourtant, derrière cette scène familière, vous sentez quelque chose de plus profond, une lassitude installée, comme si le monde entier portait en lui une fatigue que l'on ne sait plus vraiment nommer. Ce n'est plus la peur aiguë des premiers jours, ce n'est plus la panique sourde de Cuba, ce n'est plus la sidération provoquée par le mur. C'est autre chose, une usure, une fatigue lente qui s'est déposée, année après année, sur les esprits. Vous regardez les visages autour de la table. Ils ont changé. Les adultes des années 1950 sont devenus des parents, parfois des grands-parents. Ils ont vécu avec cette menace pendant si longtemps qu'elle semble désormais faire partie du décor du monde. Comme la pluie, comme l'hiver, comme les nouvelles du soir. La menace nucléaire n'est plus toujours commentée avec émotion. Parfois, elle n'arrache même plus qu'un simple soupir, un regard fatigué, une phrase à demi-mot. Encore. Ce mot contient à lui seul toute une génération. Encore des tensions, encore des missiles, encore des discours de fermeté, encore cette idée que le monde pourrait basculer. Vous sentez que cette répétition a modifié la manière même dont les gens envisagent l'avenir. On continue à faire des projets, bien sûr. On travaille, on achète une maison, on prépare les études des enfants. Mais une partie de l'esprit reste prudente, comme si, au fond, on n'osait jamais croire totalement à la stabilité. Dans les années 1980, cette fatigue collective devient particulièrement visible. Les tensions remontent. De nouveaux missiles sont déployés en Europe. Les manifestations pacifistes prennent de l'ampleur. Des centaines de milliers de personnes défilent pour demander le désarmement nucléaire, notamment en Europe occidentale. Dans les rues, les pancartes parlent de paix. Les visages sont graves, mais déterminés. Ce n'est plus seulement la peur qui s'exprime. C'est le refus de continuer à vivre ainsi. Le refus de transmettre cette angoisse à une nouvelle génération. Vous imaginez un parent tenant la main de son enfant dans une manifestation. Le vent souffle doucement. Les voix autour s'élèvent dans un murmure collectif. Et dans ce geste simple, tenir une petite main dans la sienne, il y a tout. Le désir de protéger. Le besoin d'espérer autre chose. Car cette fatigue n'est pas seulement individuelle, elle devient collective, culturelle. Une génération entière porte en elle le souvenir émotionnel d'avoir grandi sous la menace permanente. Les enfants des années 1950 sont devenus adultes avec cette idée profondément ancrée. Le monde peut s'arrêter brutalement. Cette pensée façonne les mentalités, le rapport à la politique, le rapport à la famille, le rapport à la paix. Même dans les arts, cette fatigue se ressent. Les films, les romans, les chansons, tous parlent, d'une manière ou d'une autre, de cette peur diffuse, de cette fin possible, de cette humanité suspendue au-dessus du vide. Le soir, lorsque la maison s'endort, cette lassitude devient encore plus perceptible. Vous êtes assis près d'une fenêtre. Dehors, la ville semble paisible. Quelques lumières encore allumées, une voiture qui passe, le bruit léger de la pluie. Et pourtant, en vous, il y a cette mémoire. Des années de radio, des années de bulletins spéciaux, des années à écouter les mots crise, missile, confrontation. Le corps lui-même semble s'en souvenir. Comme si la tension avait laissé une empreinte durable. Un fond de vigilance, un léger nœud intérieur. Puis, lentement, quelque chose commence à changer. Les discours deviennent moins agressifs. Les rencontres diplomatiques se multiplient. On parle davantage de détente, d'accord, de réduction des armements. Le monde semble vouloir respirer. Mais cette respiration reste prudente. Parce qu'après tant d'années, on n'oublie pas facilement. La peur ne disparaît pas en un jour. Elle s'efface lentement, comme une brume qui se dissipe au lever du soleil. Et pourtant, même lorsque la tension commence à baisser, la mémoire émotionnelle reste. Ceux qui ont vécu cette époque gardent souvent en eux une forme particulière de conscience historique. Ils savent
ce que signifie vivre dans l'attente du pire. Ils savent ce que coûte l'angoisse prolongée. Ils savent la valeur immense de la paix. C'est peut-être cela, le véritable héritage de la guerre froide. Pas seulement les murs, pas seulement les missiles, mais cette fatigue profonde laissée dans les esprits. Une fatigue collective, une mémoire silencieuse, une génération qui a appris à sourire, à aimer, à travailler, tout en portant au fond d'elle la possibilité de la fin. Le monde change, lentement, presque sans bruit. Après des décennies de tensions, de crises, de menaces suspendues dans l'air, comme un orage permanent, quelque chose commence à se transformer. Vous le ressentez d'abord dans les discours. À la radio, à la télévision. Les voix sont toujours graves, mais moins dures. Les mots changent, on parle moins de confrontation. Un peu plus de dialogue, moins de menaces, un peu plus d'accord. Ce n'est pas encore la paix, mais ce n'est plus tout à fait la peur. Vous êtes à la fin des années 1980. Dans un salon, un poste de télévision diffuse des images qui, quelques années plus tôt, auraient semblé presque impossibles. Des dirigeants qui se rencontrent, qui se serrent la main, qui sourient parfois. Des discussions sur la réduction des armes nucléaires, des accords concrets. Pour la première fois, on ne parle plus seulement de limiter, on parle de réduire, détruire, faire disparaître des armes. Le traité sur les forces nucléaires intermédiaires, signé en 1987, marque un tournant. Il prévoit l'élimination de toute une catégorie de missiles nucléaires. Puis viennent d'autres accords, d'autres discussions. Le dialogue s'installe, fragile, mais réel. Vous sentez cette évolution jusque dans les foyers. Les gens écoutent dans les informations avec une attention différente, moins crispée, plus curieuse. Comme si, après tant d'années, une question nouvelle apparaissait. Et si cela pouvait vraiment s'arrêter ? Dans les rues, l'atmosphère change aussi. Ce n'est pas spectaculaire, pas brutal, c'est subtil. Les conversations sont moins tendues. Les soupirs un peu moins lourds, on parle encore de politique internationale, bien sûr, mais avec une distance nouvelle. Comme si le danger s'éloignait lentement. Vous marchez dans une ville européenne. Les vitrines sont éclairées. Les passants avancent d'un pas tranquille. Et dans cette normalité, vous percevez quelque chose de différent. Une légèreté timide, presque hésitante. Comme si le monde n'osait pas encore croire à son propre apaisement. Puis vient un moment symbolique. Le mur de Berlin commence à tomber. Des foules se rassemblent. Des gens montent sur le béton, le frappent, le brisent. Des morceaux tombent. Des ouvertures apparaissent. Des passages s'ouvrent. Des familles séparées depuis des années se retrouvent. Dans les rues, les visages sont bouleversés. Certains rient, d'autres pleurent. Beaucoup restent simplement immobiles, comme incapables de comprendre pleinement ce qui est en train de se produire. Le mur, symbole le plus concret de la division du monde, cède. Et avec lui, quelque chose de plus vaste commence à se fissurer. Vous imaginez cette scène. Une femme traverse, elle s'arrête, regarde autour d'elle. Comme si elle entrait dans un lieu à la fois familier et étranger. Un homme court vers elle. Ils se prennent dans les bras, longtemps, sans parler, car parfois, les mots ne suffisent pas. Vous ressentez alors une émotion nouvelle, pas seulement la joie, mais un mélange plus complexe, du soulagement, de l'incrédulité et une forme de prudence, car après tant d'années de tension, on n'abandonne pas la peur en un instant. Même lorsque le monde change, les mois passent, les régimes de l'Est s'effondrent les uns après les autres. Les frontières s'ouvrent, les discours évoluent. Puis, en 1991, l'Union soviétique disparaît. La guerre froide, telle qu'elle avait structuré le monde pendant plus de 40 ans, prend fin. Les accords de réduction des armements, comme le traité START signé en 1991, marquent une étape majeure dans la diminution des arsenaux nucléaires. Pour beaucoup, c'est un moment presque irréel. Comme si une tension constante, présente depuis toujours, s'effaçait soudainement. Mais cet apaisement reste fragile, car les souvenirs, eux, ne disparaissent pas. Vous êtes dans un salon. Un adulte regarde les images du mur qui tombe. Il sourit, légèrement. Mais dans ses yeux, il y a autre chose. Une mémoire, des décennies de peur, de sirènes, de nuits agitées,
de bulletins d'information inquiétants. On ne quitte pas si facilement une époque que l'on a portée si longtemps. La guerre froide s'éloigne, mais elle laisse derrière elle une trace profonde, dans les corps, dans les esprits, dans la manière même de voir le monde. Et tandis que le futur commence à s'ouvrir à nouveau, une question douce, presque fragile, s'installe. Peut-on vraiment vivre sans cette peur ? Le silence qui suit une longue peur a quelque chose de particulier. Il n'est pas vide, il est habité. Habité par les souvenirs, par les réflexes, par les images qui restent longtemps après que le danger s'est éloigné. Vous êtes maintenant dans les années qui suivent la fin de la guerre froide. Le monde semble respirer autrement. Les journaux parlent moins de confrontations entre blocs. La radio ne réveille plus chaque matin les mêmes angoisses. Les mots qui ont accompagné des générations entières, missiles, crise, escalade, riposte, se font plus rares. Et pourtant, dans les esprits, ils sont encore là, comme une empreinte discrète. Vous marchez dans une ville redevenue légère. Les vitrines sont pleines. Les passants avancent avec cette insouciance retrouvée que l'on n'osait plus tout à fait imaginer. Des enfants jouent dans un parc, des couples se promènent, des familles préparent leurs vacances. La vie paraît soudain plus ouverte, comme si l'horizon s'était élargi. Mais pour ceux qui ont traversé ces décennies, cette paix nouvelle a quelque chose de presque étrange. Pendant tant d'années, la peur a accompagné chaque geste du quotidien. Allumer la radio, écouter les informations, entendre une sirène, lire un journal. Tout pouvait ramener à l'idée de la fin. Et maintenant que cette ombre semble s'éloigner, il faut presque réapprendre à vivre autrement. Vous imaginez un homme assis dans son salon. Il a connu les années 1950, les exercices sous les bureaux, les abris, la crise de Cuba, le mur, les longues nuits d'inquiétude. Aujourd'hui, il regarde ses petits-enfants jouer sur le tapis. Leurs rires emplissent la pièce. Et dans son regard, il y a quelque chose de profondément doux, mais aussi une mémoire silencieuse. Il sait ce que signifie grandir avec la peur. Il sait ce que vaut la paix. C'est peut-être cela, le plus grand héritage de cette époque. Une conscience plus aiguë de la fragilité du monde. Ceux qui ont vécu la guerre froide gardent souvent en eux une forme particulière de lucidité. Ils savent que la paix n'est jamais acquise, qu'elle se construit, qu'elle se protège, qu'elle tient parfois à des décisions minuscules, à des négociations, à des gestes de retenue. Vous ressentez alors combien la mémoire de la peur continue de vivre, même lorsque le danger immédiat s'est éloigné. Dans certaines maisons, on a conservé des objets de cette époque, une radio, un journal jauni, une vieille lampe de poche rangée dans une cave, des souvenirs presque banals. Et pourtant, chacun porte en lui toute une époque où le monde semblait suspendu au-dessus du vide. Le soir, vous vous asseyez près d'une fenêtre. Dehors, la ville semble paisible. Les lumières se reflètent sur la chaussée. Le vent glisse doucement contre les vitres. Tout respire le calme. Et pourtant, vous comprenez que ce calme a une profondeur particulière. Il est le fruit de décennies de tension, de fatigue, d'espoir, d'humanité aussi. Car malgré la peur, les peuples ont continué à vivre, à aimer, à élever des enfants, à construire des maisons, à rire, à rêver. C'est cela qui rend cette histoire si profondément humaine. La menace nucléaire planait au-dessus des têtes, et pourtant, la vie n'a jamais cessé. Elle s'est obstinée, doucement, comme une flamme que le vent ne parvient pas à éteindre. Vous revenez alors lentement au présent. Le monde d'aujourd'hui est différent, mais les leçons de cette époque demeurent. La peur collective, la fatigue des peuples, la valeur immense du dialogue, la nécessité de protéger la paix, et surtout, cette question intime qui traverse toute l'histoire que vous venez de vivre. Auriez-vous pu, vous aussi, continuer à aimer, à espérer, à dormir, à bâtir un avenir sous l'ombre permanente de la fin du monde? Merci d'avoir voyagé avec Histoire Cocasse. Merci d'avoir traversé cette longue nuit de l'histoire, depuis les ruines de 1945 jusqu'au soulagement fragile de la fin de la guerre froide. Si cette veillée historique vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne,
de laisser un petit j'aime et de me dire en commentaire depuis quel endroit vous m'écoutez ce soir. Fermez doucement les yeux. Laissez les images s'éloigner. Le béton du mur, les sirènes, les radios allumées tard dans la nuit. Puis laissez revenir le calme, le présent et le silence paisible d'un monde qui, pour un temps au moins, a choisi de respirer.